Alors voilà. Donc, on va commencer par décrire les objectifs de cette présentation. D'abord, c'est rappeler l'anatomie, définir c'est quoi une otite moyenne aiguë, mémoriser l'épidémiologie des otites, expliquer un petit peu la physiopathologie des otites, comment choisir le traitement adapté pour chaque cas clinique, décrire brièvement les complications, les aspects normaux et pathologiques du tympan lorsqu'on a une otite moyenne aiguë et quelques cas cliniques qu'on va discuter ensemble et qu'on va essayer de déchiffrer et de raisonner ensemble. Donc, rappel anatomique, l'oreille moyenne. Lorsqu'on parle d'oreille moyenne, on ne parle pas juste du deuxième compartiment de l'oreille, qui est la caisse du tympan, mais aussi on parle de la trompe d'Eustache. Alors, pourquoi on parle de la trompe d'Eustache ? Voilà, donc la trompe d'Eustache, c'est le conduit, ce qu'on dit en arabe, le conduit entre le nez et l'oreille moyenne. En fait, il y a une différence entre l'adulte et l'enfant. Comme vous voyez, la trompe d'Eustache chez l'enfant, elle est rectiligne. Chez l'adulte, elle est oblique. Donc, nous, lorsqu'on explique aux patients comment fonctionne l'oreille moyenne, en fait, la caisse du tympan, c'est une caisse aérienne, comme vous le savez, qui est tapissée par une muqueuse. Alors, cette muqueuse, elle est de type respiratoire. Comme vous savez tous, la muqueuse respiratoire est sécrète. Donc, ces sécrétions doivent être éliminées, drainées quelque part. Elles sont drainées vers le nez via la trompe d'Eustache. Mais chez l'enfant, ça ne se fait pas correctement. Pourquoi ? Parce que la trompe d'Eustache, elle est horizontale, donc il y a une accumulation des sécrétions. Donc, chez l'enfant, lorsqu'il y a un épisode de rhinopharyngite, qu'est-ce qu'on demande aux parents ? De se laver le nez, tout simplement. Pourquoi ? Pour éviter aussi bien la survenue d'une otite et aussi des bronchites. Donc, ça comme prévention chez les parents c'est ce qu'on appelle l'éducation thérapeutique. C'est la médecine primitive avant de passer à traiter. Donc, cette caisse, elle est en communication avec le nez, mais aussi elle est en communication avec plusieurs compartiments. La caisse du tympan, c'est une caisse à 6 parois. Donc, il y a la paroi supérieure qui est méningée, d'accord ? La paroi postérieure qui est mastoïdienne, la paroi antérieure, comme nous avons bien dit, c'est la trompe d'Eustache, inférieure, la carotide et la jugulaire, et bien sûr, interne, c'est l'oreille interne, lorsqu'on parle d'infection ou inflammation du labyrinthe de l'oreille. Donc ça, c'est primordial de se rappeler de ça pour éviter et pour prévenir les complications. Alors, en matière d'épidémiologie, les otites moyennes aiguës représentent c'est-à-dire en matière de fréquence, la première consultation chez l'ORL, le généraliste et le pédiatre. Donc, en cours de la première année, ça représente le quart des consultations. Donc, c'est énorme quand même. Et au-delà de 3 ans, ça représente les 60%. Donc, ça dépasse la moitié des consultations. C'est avec la vaccination au pneumocoque, on remarque une diminution de l'incidence des otites moyennes aiguës, mais après le Covid, on remarque qu'il y a une recrudescence des otites moyennes aiguës, non plus chez les enfants, mais aussi chez les adultes. Donc, il y a une modification des germes. Donc, il faut prendre en considération. On n'a pas d'études bien faites, bien ficelées actuellement, mais on constate qu'il y a de plus en plus des cas d'otite moyenne aiguë. Alors, chez l'enfant, plus de 3 mois, et chez l'adulte, les germes responsables sont l'Haemophilus influenzae et le pneumocoque. Chez le nouveau-né, c'est un petit peu différent. C'est le nouveau-né et le jeune nourrisson, c'est différent. C'est l'entérobactère, essentiellement l'Escherichia coli et le Staph aureus. Alors, arrivons à la physiopathologie. L'otite moyenne aiguë, c'est une entité qui relie plusieurs facteurs. C'est une entité multifactorielle, essentiellement
puisque c'est une question de l'enfant, en premier lieu, il faut penser à la crèche, au milieu, c'est-à-dire les milieux défavorisés. S'il y a une grande famille qui séjourne dans une seule chambre, c'est toujours le cas dans notre contexte marocain. Donc il faut demander, est-ce qu'il y a de la fratrie, c'est-à-dire la fratrie qui est plus âgée, un frère ou une sœur qui a une rhinopharyngite, il risque de contaminer le nourrisson ou le petit enfant et elle peut développer une otite moyenne aiguë si on ne la traite pas, si on ne fait pas de la prévention, le lavage nasal. Aussi, il faut demander est-ce qu'il y a un terrain d'atopie, c'est-à-dire un des parents ou les deux parents qui sont allergiques. Donc ça aussi, c'est un facteur favorisant de l'otite moyenne aiguë. La saison, ça va de soi. Lorsqu'on parle d'automne, d'hiver, donc on note une recrudescence des cas d'otite moyenne aiguë. Et l'âge est différent. Lorsqu'on parle d'otite moyenne aiguë chez le nouveau-né ou chez le petit enfant, c'est-à-dire c'est logique, puisque nous avons vu la particularité anatomique de l'enfant. Mais si on constate une otite moyenne aiguë chez l'adulte, il faut contrôler le patient après et se poser des questions. Est-ce qu'il ne s'agit pas d'une pathologie sous-jacente? Donc il faut s'alarmer à ce niveau-là. Alors toujours en matière de physiopathologie, ce schéma va nous résumer un petit peu le déroulement de l'infection de la rhinopharyngite, de développement de la rhinopharyngite, d'une simple rhinopharyngite vers une otite moyenne aiguë purulente. Donc nous avons la rhinopharyngite au niveau du rhinopharynx, au niveau du cavum, au niveau de la partie postérieure des fosses nasales. On aura un œdème de la trompe de Stache, une inflammation, puisque c'est une muqueuse type respiratoire qui s'inflamme lorsque nous avons une infection virale. Et donc, nous aurons par la suite une accumulation des sécrétions, vu que la trompe de Stache est horizontale, donc il n'y a pas de drainage adéquat de ces sécrétions, et on va avoir, c'est comme un lac, lorsque nous avons un lac, il y a une pullulation microbienne. Donc, cette pullulation microbienne va migrer vers l'oreille moyenne et va nous donner une otite congestive. Si cette otite congestive n'est pas traitée correctement, elle peut évoluer et effectivement devenir une otite moyenne aiguë purulente. Alors il y a plusieurs stades d'otite moyenne aiguë. Il y a le stade congestif, le stade purulent, le stade suppuratif, perforé par la suite. Donc c'est une escalade. Donc il faut savoir sur quel stade il faut agir. Alors, avant de choisir le traitement, il faut d'abord scinder. Est-ce qu'il s'agit d'un enfant supérieur à 2 ans ou bien est-ce qu'il s'agit d'un enfant inférieur à 2 ans, d'un premier lieu. Deuxième lieu, il faut examiner le patient, bien sûr. Il faut voir le tympan, comment il est. Est-ce que c'est un tympan bombé? Est-ce qu'il s'agit d'une otite congestive? Ça veut dire qu'il y a juste de l'inflammation, d'accord? Ou bien c'est une otite séreuse. Lorsqu'on parle d'otite séreuse, c'est-à-dire le tympan, il est bombé, mais on ne sent pas qu'il y a des sécrétions purulentes. Ça veut dire les sécrétions au-delà du tympan sont claires. C'est ce qu'on appelle otite séreuse. À ce moment-là, il ne faut pas donner d'antibiothérapie, d'accord? Pour ne pas développer de résistance. Rappelez-vous que c'est un enfant. Donc, il va prendre des antibiotiques pour l'otite, pour l'infection urinaire, pour la bronchite, etc. Donc, il risque de développer des résistances par la suite. Et aussi, il faut prendre en considération que parfois, il y a des enfants qui ont des difficultés à prendre des antibiotiques. Donc, il peut arrêter l'antibiotique au milieu de la prise. Donc, il risque d'avoir de plus en plus une résistance aux antibiotiques et malheureusement, dans une tranche d'âge inférieure à 15 ans, la panoplie des antibiotiques, nous avons 2 ou 3. Donc, nous n'avons pas un large choix comme chez l'adulte. Arrivons à l'otite moyenne purulente. On a dit au-delà de 2 ans, inférieur à 2 ans, parce que les germes, ils changent. Donc, on doit viser le germe adéquat. Et aussi, il faut prendre en considération, est-ce qu'il s'agit d'une symptomatologie bruyante
ou bien d'une symptomatologie d'une simple, c'est-à-dire fébricule, 37,8, 38, quelques cris, pas un symptôme, c'est-à-dire un tableau bruyant, de la fièvre à 40, nausées, vomissements, des symptômes digestifs, des signes accompagnateurs, une altération, un enfant qui est hypotonique. À ce moment-là, il faut traiter par des antibiotiques. Mais la dose, elle change. Selon les recommandations de l'AFSAPS et de la Société de pédiatrie, ils recommandent d'avoir un dosage d'amoxicilline simple, 50 mg kg, dans un premier temps. D'accord? Et si on évalue après 48 heures, il est obligatoire, et on revoit. Est-ce qu'il s'agit d'une amélioration de la symptomatologie, ou bien d'une stagnation, ou bien une aggravation? S'il y a une amélioration, on continue le même traitement, c'est-à-dire 5 jours à 7 jours, ça dépend de l'âge et ça dépend de la symptomatologie. S'il y a une aggravation, à ce moment-là, on augmente la dose. On passe à 80 mg kg. Voilà, donc c'est les recommandations de la revue suisse de pédiatrie qui recommande les dosages adéquats à l'otite moyenne aiguë. Et s'il y a une allergie à l'amoxicilline simple, à ce moment-là, on passe à la céphalosporine deuxième génération et la céphalosporine troisième génération qui trouve sa place. Alors, un petit mot sur les complications. Nous avons vu dans le précédent schéma que la caisse du tympan a des rapports avec c'est-à-dire les méninges, la mastoïde, vers les vaisseaux, vers l'oreille interne. Donc, s'il y a une dissémination vers l'endocrâne, ce qu'on appelle l'endocrâne, il peut y avoir une méningite, donc convulsion fébrile, trouble de conscience fébrile, précédé par des cris incessants, fièvre à 40. Donc, il faut penser à une otite compliquée. D'accord? Mastoïdite, c'est quoi la mastoïdite? C'est tout simplement un gonflement derrière l'oreille. Donc, gonflement derrière l'oreille chez un enfant au-delà de 2 ans ou inférieur à 2 ans et précédé par un épisode de rhinopharyngite avec des otalgies, il faut penser à une mastoïdite, à une otite compliquée. La labyrinthite, c'est difficile chez le petit enfant parce que ça donne des vertiges. Donc, ça va donner des nausées, des vomissements. Ça peut, c'est-à-dire erroner le diagnostic et dire tout simplement ce sont des signes accompagnateurs. Ce ne sont pas une vraie, c'est-à-dire une crise vertigineuse. Par contre, chez l'adulte, ça se voit. Nous avons à l'interrogatoire, il vous décrit le vertige, etc. Donc, l'aspect normal. Alors, l'aspect normal, nous avons d'abord ce qu'on appelle le manche du marteau, d'accord, l'ombilique, le fameux triangle lumineux qui nous ont décrit tout le temps, d'accord, et on analyse le pourtour du tympan, comment il est, la transparence du tympan, et on devine ici l'articulation entre l'étrier, entre les osselets. Vous arrivez un petit peu à voir? Voilà, donc c'est ce qu'on doit voir. Autre aspect plus réel, c'est ça. Ça, c'est le triangle lumineux. On devine l'articulation, il y a le manche du marteau et le reste du tympan, comment il est. Alors, ça, c'est l'oreille droite. Toujours oreille droite, le manche part vers le postérieur. Donc, ça, c'est le côté postérieur et antérieur. Voilà. Ça, c'est une oreille gauche. D'accord? C'est l'aspect normal. Alors, l'aspect anormal. Comme vous voyez ici, il y a une perte de tous les repères. Donc, on note ni manche du marteau, le triangle lumineux n'est pas présent, le pourtour du tympan, on n'arrive pas à déceler le pourtour du tympan, et en plus, ça fait un aspect opaque et bombant. Donc, ça, c'est un aspect anormal du tympan. Deuxième aspect, c'est une otite purulente, et on devine qu'il y a une sécrétion, voilà, ici, plus précisément ici, qu'il y a un bombement et derrière le tympan, on devine qu'il y a des sécrétions épaisses. Pas comme chez l'otite
séromuqueuse. Ça, c'est évident. C'est une otite suppurative perforée. C'est une perforation tympanique. Et on note le bourrelet ou le pourtour de la perforation qui est inflammé. Arrivons au cas clinique. Alors, le premier cas clinique, c'est un enfant de 4 ans, épisode de rhinopharyngite depuis 10 jours, otalgie depuis 3 jours et fièvre à 38,7. Donc, premier réflexe, examen otoscopique. Donc, l'examen otoscopique montre ça. Donc, à votre avis, stade congestif. D'accord? Stade congestif, il y a du pu derrière. Oh. Alors, ici, c'est congestif, oui, mais ici, on devine qu'il y a du pu derrière le cas. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on va donner? 4 ans. Symptomatologie, elle est bruyante ou pas? Donc, qu'est-ce qu'on donne? L'antibiothérapie, 50 mg kilo. Il ne s'améliore pas au bout de 48 heures. S'il est allergique, très bien. Donc, voilà. Donc, on a fait le tour d'un cas clinique qui est simple. Deuxième cas clinique. Nourrisson. Alors, ça, comme traitement complémentaire, oui, bien sûr, ça va de soi. Donc, on n'a pas parlé de soufrane, il faut l'éviter chez les enfants, parce que c'est un vasoconstricteur, dans un premier temps, et si les parents commencent à l'utiliser, ça va donner ce qu'on appelle un échec thérapeutique, une rhinite vasomotrice. Donc, donner une seule fois, c'est pas grave. Mais si les parents commencent à l'utiliser de plus en plus, ça risque de poser problème. Alors, on peut l'utiliser au-delà de 6 ans. Mais fréquence, c'est-à-dire une fois par mois, une fois par an, mais pas plus. Lavage nasal, bien sûr, il faut le recommander. Pardon? Alors, oui, ça donne des résultats. Nous, ORL, on le prescrit aussi. Mais on le prescrit dans certaines conditions. C'est-à-dire, c'est un décongestionnant. Ça soulage. D'accord? Mais on peut utiliser l'eau de mer au soufre. D'accord? Qui est beaucoup plus efficace et qui n'a pas d'effet secondaire. Parce que soufrane, oui, ça contient du soufre, etc. Mais ça contient aussi d'autres molécules qui sont néfastes par la suite. D'accord. Donc, je vais essayer de... Alors, nourrisson de 17 mois, cris incessants, diarrhée, vomissement, fièvre à 39. Examen otoscopique, examen général, infection urinaire, bronchite. Donc, il faut faire le tour. Et on fait l'examen otoscopique, on tombe sur ça. C'est une oreille droite. D'accord? Et on note, c'est le stade, c'est quel stade? Congestive. Ça, c'est le stade congestif. Alors, 17 mois, stade congestif. Mesure hygiénodététique. Et on surveille. Au bout de 48 heures. Si ça s'aggrave, à ce moment-là, antibiothérapie. Ça s'améliore, il faut continuer le traitement symptomatique. Lavage nasal, antipyrétique, gouttes qui peuvent soulager le tympan et l'inflammation. Alors ça, c'est une jeune fille de 15 ans qui consulte pour otalgie, fièvre à 38, qui consulte aux urgences du CHU. À ce moment-là, on trouve ça. Ça, c'est quoi? Pardon? Otite séromuqueuse, effectivement. C'est une otite séromuqueuse, c'est une otite chronique. D'accord? Et ce qu'on voit en postérieur, c'est effectivement, ce n'est pas une perforation, mais c'est une rétraction du tympan. Donc, pourquoi j'ai donné ce cas clinique? Pour ne pas le confondre avec une otite congestive, une otite purulente.
Voilà, ça va de soi. C'est une perforation avec du pus tout autour. On voit le pus tout autour. C'est une otite moyenne aiguë suppurative perforée. Un patient qui vient vous voir pour obstruction nasale et qui a 20 ans et des otalgies. Des otalgies qui sont, c'est-à-dire fluctuantes. Ce n'est pas des otalgies qui sont permanentes. C'est une otite séromuqueuse. On observe qu'il y a du liquide derrière le tympan, mais qui est clair. Donc, à ce niveau-là, 20 ans, otite séromuqueuse unilatérale, il faut penser au cavum. D'accord? Donc, ce sont des pièges diagnostiques d'otite moyenne. 6e cas clinique. Nourrisson de 11 mois, fièvre depuis 3 jours, une tuméfaction rétro-auriculaire. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire chez ce patient? Donner de l'antibiothérapie, l'envoyer chez lui? C'est une otite compliquée. Otite compliquée, il faut l'hospitaliser. Faire un scanner. Voici l'examen otoscopique déjà. Il y a du pus derrière. D'accord? Ici. Plus précisément ici. D'accord? Et au scanner, ça donne ça. Qu'est-ce qu'on voit? Exactement. Il faut drainer. D'accord? Donc, l'antibiothérapie ne va plus servir chez ce cas. Il faut drainer l'abcès. Bien sûr, il faut continuer l'antibiothérapie, mais il faut drainer l'abcès. Parce que notre enfant ne va que s'aggraver si on ne draine pas. Ça va donner un petit peu, c'est-à-dire ça va donner une évolution beaucoup plus lente. Il va s'améliorer, mais ça va prendre beaucoup plus de temps. 15 jours, 2 semaines, 3 semaines. Mais si on fait un drainage de l'abcès, il va s'améliorer au bout de la première semaine. On peut le faire sortir. Voilà, il est là. Voilà. Et là aussi. Vous voyez? Et là, bien sûr. Voilà. Voilà. Deuxième cas clinique, jeune adulte de 26 ans, des otalgies et des otorrhées. Examen otoscopique, ça donne ça. Voilà. Et il y a ça. Une mastoïdite et un abcès des parties molles, temporales. Donc, qu'est-ce qu'on demande aussi? Un scanner. Et voilà, hop, il y a la flèche qui montre déjà un scanner des rochers qui montre une lise ici et aussi un abcès ici. Donc, c'est une otite moyenne aiguë compliquée. Voilà. Donc, pour résumer, l'otite moyenne aiguë constitue la deuxième pathologie chez l'enfant qui a moins de 3 ans. Fièvre, otalgie, on examine systématiquement l'oreille de façon bilatérale pour pouvoir comparer le tympan normal et le tympan anormal. Il faut bien analyser notre tympan avec les différents repères, manche du marteau, triangle lumineux, le pourtour et l'articulation, est-ce qu'elle est visible ou pas. D'accord? Donc l'antibiothérapie chez l'enfant inférieur à 2 ans, il faut l'installer, surtout s'il s'agit d'un tableau bruyant, pour éviter les complications. Comme nous avons vu 17 mois qui a fait une mastoïdite. Donc, voilà. Pour les adultes au-delà et l'enfant au-delà de 2 ans, il faut quand même attendre 48 heures, si la symptomatologie n'est pas bruyante, donner un traitement symptomatique et surveiller au bout de 48 heures parce qu'en général, l'otite moyenne aiguë, elle est virale. C'est une rhinopharyngite qui infecte
c'est-à-dire la majorité de la muqueuse de l'oreille moyenne, et ça va guérir tout simplement. Et l'amoxicilline reste le premier choix d'antibiothérapie. Je vous remercie.